Bon, voilà, nous sommes à la 3e rencontre organisée par le CPF qui vise à organiser un contact avec une personnalité, une figure de proue dans un domaine spécialisé. Vous posez des questions ou l'invité fait une conférence sur un domaine que vous travaillez en classe. Aujourd'hui, c'est la 3e rencontre, j'ai l'honneur et le plaisir de souhaiter la bienvenue parmi nous à M. Sébastien Fontaine. Je suis appelé à le présenter et c'est pas évident, croyez-moi, de présenter Sébastien Fontaine. Parce que quel parcours, quelle carrière pleine de découvertes, de rencontres et de voyages. Mais c'est dans une ambiance de charme, de magie, voire d'envoûtement, que je souhaite la bienvenue à notre cher invité, qui a su nous transmettre sa passion pour les étoiles et pour l'univers, et qui a surtout réussi à nous traduire le langage des étoiles et des planètes. Sébastien Fontaine, que je me permets de considérer comme l'ambassadeur de l'univers auprès de la Terre, et de façon plus officielle, directeur du planétarium du Palais de la Découverte, conférencier en astronomie, et là je viens de citer seulement 2 de ces 5 fonctions. Sébastien Fontaine, vous êtes depuis 2001 consultant pour la création et le développement de planétarium. Vous êtes depuis 1996 commissaire d'exposition scientifique, formation à la médiation scientifique et conférence mandatée par le ministère des Affaires étrangères et son réseau d'établissements culturels à l'étranger. Voilà les élèves de la seconde D qui sont venus assister à votre conférence. S'ils ont des questions à poser, ils peuvent le faire. Et puis après, notre rencontre sera divisée en 2 temps. Le premier temps, ça sera pour la conférence. Et dans un deuxième temps, on ira dans le planétarium où M. Fontaine va continuer son explication sur les étoiles et les planètes. À vous le micro. Merci. Donc d'abord, bonjour à vous tous. Moi, je suis ravi d'être ici. Ça fait quelques jours que j'arpente les couloirs de l'établissement, que je trouve vraiment joli. Vous avez de la chance d'avoir un tel lieu. Et encore plus cette semaine, puisque un planétarium a été installé dans un de vos gymnases. Et donc, on va s'y rendre dans quelques instants. Cette discussion, cette mini-conférence ne va pas vraiment durer longtemps. Je pense que l'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est de nous retrouver sous la coupole du planétarium de manière à voir les étoiles. Comme vous le verrez tout à l'heure, le planétarium nous permet de voir le ciel, c'est une simulation, mais surtout ça va servir de prétexte pour parler d'astronomie. Et j'imagine que vous avez pas mal de questions, et si vous n'en avez pas, eh bien moi j'en ai énormément. En fait, j'ai beau observer le ciel depuis très longtemps, je me pose toujours à peu près les mêmes questions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui en astronomie, comme d'ailleurs dans toutes les grandes disciplines scientifiques, eh bien, le principal moteur c'est la curiosité. Et cette curiosité, eh bien, il faut absolument la cultiver, et c'est par le biais de ce type de rencontre. Peut-être que parmi vous, certains auront envie de voir le ciel pour de vrai à partir de ce soir, puisque l'astronomie n'attend pas. On observe au quotidien. J'ai des collègues actuellement, je pense à eux là, qui observent le Soleil à l'observatoire du Pic du Midi. D'autres ce soir qui vont s'intéresser à la planète Mars. Je les imagine très bien en train de préparer le matériel, en train de râler parce que ça ne marche pas comme ça devrait. Un peu comme vous quand vous préparez peut-être des manips en cours de physique ou en chimie. Et bien dans le milieu de la recherche, c'est un peu pareil. On est toujours en train d'expérimenter, de tester de nouvelles approches. Parfois ça fonctionne, parfois ça marche moins bien, mais quand ça marche pas, c'est pas grave. On sait que c'est pas comme ça qu'il faut faire, et puis on fait autrement, et on avance. Alors, je vois que sur l'image qui est projetée, il y a différents axes de réflexion, donc j'imagine que c'est ce dont on doit parler maintenant, c'est ça? Donc le premier axe, c'est la découverte du ciel. Et c'est vrai que cette découverte, elle existe depuis la nuit des temps. Contrairement à ce qu'on pense parfois, le plus vieux métier du monde, c'est vraiment l'astronomie. Et il faut vraiment avoir à l'esprit que de tout temps, les gens, s'ils se sont amusés,
s'ils se sont intéressés aux choses du ciel, c'était pas tant pour comprendre vraiment les phénomènes physiques, mais plutôt pour essayer de déjouer les craintes, les peurs tout simplement. Quand on voyait la Lune se déplacer par rapport aux étoiles, quand on voyait les planètes revenir à intervalles réguliers, eh bien très tôt, pour les hommes, ces astres qui revenaient de manière périodique ont permis de créer des premiers calendriers. Un des plus vieux documents astronomiques qu'on a retrouvé, c'est un os de mammouth sur lequel ont été gravées les phases de la Lune sur plusieurs lunaisons. Alors évidemment, on n'imagine pas que les hommes préhistoriques avaient compris le mécanisme, mais au moins ils avaient su remarquer que la Lune revenait à des périodes très régulières aux mêmes positions dans le ciel. Donc cette découverte du ciel, elle continue aujourd'hui chez les astronomes, et puis surtout elle est en plein essor chez le commun des mortels, si j'ose dire, puisque n'importe qui, je pense, a déjà vu les étoiles, tout le monde a déjà vu les étoiles, tout le monde s'est posé des questions, mais que sont les étoiles, où sont-elles, sont-elles éternelles? Et ça, effectivement, aujourd'hui, l'astronomie commence à bien répondre à ce type de questions. Alors évidemment, il ne faut pas être trop présomptueux, il y a certainement beaucoup de choses que je raconte actuellement qui sont fausses, mais je ne le sais pas. Donc c'est en bonne foi que je vous raconte des trucs, mais c'est possible que dans 5 ans, 10 ans, 30 ans, 200 ans, eh bien, des scientifiques diront, bah non, en 2014, Sébastien Fontaine, il racontait ça dans un lycée là-bas à Beyrouth. Non, c'était pas bon du tout. Mais bon, c'est comme ça aussi qu'on avance. Donc il faut douter, mais il ne faut pas non plus douter aveuglément. Parfois, un peu d'arrogance, ça fait du bien. Alors, ça peut paraître curieux de dire ça, c'est peut-être un sujet philosophique, mais il faut aussi faire passer des messages peut-être un peu brutalement, parce que si on avance trop dans le doute, eh bien on n'avance pas en fait. Donc vaut mieux avancer, quitte à se tromper, à revenir en arrière, mais au moins voilà, on sait qu'on aura exploré une voie qui n'était pas la bonne, mais on repart sur des bases solides. Voilà, parce que trop douter, ça nous empêche un peu d'avancer. Donc Descartes, bon, c'est intéressant, mais il y a des limites. Je dis ça parce que trop souvent on dit oui, mais vous êtes sûr de ça, vous êtes sûr de ça? Non, je suis pas sûr de grand chose, mais il faut quand même jouer un peu le jeu. L'étude des constellations, ça c'est plutôt une étude historique ou même mythologique. Aujourd'hui, les constellations, qui je vous rappelle sont de grands dessins faits d'étoiles, ne sont plus vraiment utilisées par les astronomes. Pour nos repérages, on va préférer des systèmes de coordonnées qui sont beaucoup plus précis, mais également plus austères. Les constellations, c'est par contre la première marche quand on veut appréhender le ciel. Et c'est vrai que grâce au repérage des constellations et des étoiles principales qui les constituent, eh bien, on est amené à identifier plus facilement certaines régions du ciel où, grâce au télescope, on pourra débusquer la présence de nébuleuses ou de galaxies. Enfin, le voyage dans l'espace et dans le temps, effectivement, c'est étroitement lié, mais ça flirte déjà pas mal avec la science-fiction, que j'affectionne particulièrement, mais il ne faut pas tout mélanger. Alors les voyages dans l'espace et dans le temps, on va plutôt parler ce matin des voyages dans l'espace. Les voyages dans l'espace, c'est pas avant pour demain, enfin en tout cas si on pense aux voyages type Star Wars, Star Trek, enfin, vraiment la SF qui nous baigne tous, dans laquelle on baigne tous, c'est vraiment pas pour demain. Je vous rappelle qu'aujourd'hui l'homme n'a pas été plus loin que la Lune, ça commence à dater, c'était en juillet 69 pour la première fois, et au total seulement 12 astronautes ont pu fouler le sol de la Lune, on n'a jamais été au-delà. Alors aujourd'hui on se prend à rêver d'un retour à la Lune, mais surtout d'un voyage en direction de Mars, mais c'est extrêmement périlleux, coûteux. Aujourd'hui, honnêtement, en 2014, c'est inconcevable de partir sur Mars. On n'a ni l'argent, ni la technologie. Donc, les petits robots sur Mars, ça marche à peu près bien, il n'y a pas de problème, et d'ailleurs, c'est pour l'instant très suffisant pour répondre aux questions qu'on se pose. Et évidemment, l'envoi de scientifiques sur Mars, ce serait intéressant pour faire du travail plus poussé que les robots ne sont pas capables de faire, et tant mieux. Mais l'envoi des hommes et des femmes sur Mars, à mon avis, ça ne se verra pas au cours de ce siècle, à mon avis. Alors je peux me tromper, ou alors il faudrait que ce soit motivé par une nouvelle course à l'espace, comme c'était le cas durant la guerre froide. Avez-vous des questions? Parce que je parle beaucoup et je peux parler longtemps. Oui? Pourquoi vous dites qu'il n'y aura pas des hommes et des femmes qui Pourquoi je dis que personne n'ira sur Mars? Oui. J'ai dit pour l'instant. Oui. Voilà. Et pourquoi pendant ce siècle, par exemple? Parce que c'est extrêmement coûteux déjà. On a du mal à estimer le coût que ça
que ça ferait pour envoyer des êtres vivants. Et surtout, c'est extrêmement compliqué. Déjà, partir sur Mars, le voyage aller, c'est entre 6 et 9 mois minimum. Durant cette durée, vous êtes enfermé avec vos collègues. Imaginez, vous prenez 5 de vos meilleurs copains de classe, ou amis, ou frères, ce que vous voulez. Vous partez à 6. Vous faites l'équipage que vous voulez, vous êtes à 6. À 6 personnes, pendant 6 à 9 mois, vous êtes dans un environnement bien plus réduit qu'une salle de classe, avec un hublot pour tout le monde, et impossibilité de faire demi-tour. Votre seul espoir de retour sur Terre, c'est d'arriver sur Mars, vivant, de rester à peu près 1 an, et de repartir sur Terre. Et là, quand vous allez redécoller de Mars, vous êtes tout seul. Il n'y a pas toute une équipe avec 100 000 personnes qui sont derrière vous, comme au départ sur Terre. Donc, c'est extrêmement compliqué. Et une des complications aussi, c'est l'être humain. Je suis désolé, mais on n'est pas fait pour vivre ensemble. Et dans un espace aussi réduit, enfermez-vous avec quelqu'un, 3-4 personnes, vos meilleurs amis, pendant 2 semaines, dans une caravane, dans une chambre, une seule pièce. Vous allez voir, au bout de 2-3 heures, ça peut déjà commencer à se bagarrer. Et il n'est pas rare que dans l'espace, à bord de la station spatiale, il y ait, quelques coups de colère, quelques énervements entre différents astronautes qui pourtant ont l'habitude de cette promiscuité, du danger. Et donc cette pression joue vraiment sur le mental et c'est très compliqué. Et aujourd'hui, on imagine d'ailleurs que pour les voyages martiens, on enverra plutôt des couples, des gens très proches qui pourront se soutenir mutuellement. Ensuite, imaginez, partir dans l'espace, vous êtes seul finalement. Et si vous partez pendant 2 ans, parce que ce serait ça, un voyage sur Mars, en prenant le voyage aller-retour plus les études sur place, vous partez à peu près 2 ans. Pendant 2 ans, il faudra que l'équipage soit autonome, sache tout faire. Alors là, je caricature un petit peu, mais dans la fusée, dans le vaisseau, il faudra savoir faire de la plomberie, de la navigation spatiale, de la chirurgie, des soins dentaires, de la médecine, de la cuisine, des expériences scientifiques, changer les filtres à air, vérifier les niveaux d'oxygène. Enfin, vous imaginez le nombre de compétences qu'il faut. Alors, sur Terre, on a des gens qui sont très compétents. Mais à ça, vous rajoutez aussi une force morale d'acier, une santé béton. Et malheureusement, on n'est pas à l'abri d'un coup de blues monumental qui peut vous faire perdre les pédales dans l'espace. Donc vous voyez, on manque également d'entraînement, je pense. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on ait un équipage de 6 ou 10 personnes suffisamment préparé pour partir aussi longtemps dans l'espace. Je pense que ça va se faire par palier. Au départ, on enverra des gens sur la Lune, quelques semaines, quelques mois. Les expériences qui ont été faites récemment d'enfermer pendant 5 ou 600 jours quelques clampins dans un blocos en Russie pour dire on va sur Mars, c'est n'importe quoi. Ça c'est du délire, c'est juste histoire de vendre des belles histoires, mais ça n'a aucun intérêt scientifique. Oui. Le voyage sur la Lune dure combien de temps? Alors le voyage sur la Lune, à peu près 3 jours. En balistique pure, en une vingtaine d'heures, vous pouvez faire écraser une fusée sur la Lune, derrière la Lune. 3 jours, parce que les manœuvres sont un petit peu longues. Donc si vous voulez faire atterrir quelqu'un en douceur sur la Lune, il faut compter à peu près 3 jours. C'est ce que mettent à peu près les équipages des missions Apollo. Si vous le voulez bien, on va quitter cette salle pour aller dans le planétarium de manière à voir les étoiles. On va poursuivre la discussion, mais dans un environnement un peu plus feutré et surtout plus étoilé. Merci.